Eh bien, nous sommes vraiment honorés d'accueillir mon ami, le juge Andrew Napolitano, qui nous rejoint en ce moment pour discuter de l'aspect juridique de la soi-disant guerre contre le narcoterrorisme menée au Venezuela. Juge, bienvenue à The Grey Zone. Merci Max. C'est un plaisir d'être avec vous, comme vous le savez. Et nous sommes également ici avec Wyatt Reed, mon collègue et notre rédacteur, juge. Heavy das sind forges connaissances, et j'aime lire tout ce que vous publiez. Oh, tout le plaisir est pour moi. Alors, juge, vous avez récemment fait sensation lors d'une apparition sur Newsmax, où vous avez qualifié le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, de secrétaire aux crimes de guerre, et remis en question toute la justification juridique de ce qu'il appelle l'opération Southern Spear. Tout cela concerne une frappe du 2 septembre, ordonnée par l'amiral Mitch Bradley, contre un bateau transportant 11 hommes dans la mer des Caraïbes. Je ne comprends pas pourquoi on entasserait 11 hommes sur un bateau si l'on essayait de faire passer une grande quantité de drogue aux États-Unis, ni pourquoi on utiliserait un si petit bateau incapable d'atteindre le territoire américain. Mais 2 hommes ont survécu à la frappe initiale, s'accrochant à l'épave, et une seconde frappe dite double tap aurait apparemment été ordonnée par Hegseth. Bradley était justement au Capitole hier pour défendre sa position. Quelle est votre critique? Pourquoi avez-vous qualifié Pete Hegseth de criminel de guerre? Et le meurtre des 2 personnes qui ont survécu ne devrait vraiment pas détourner l'attention de l'ensemble de l'opération, qui constitue une série de crimes de guerre. L'idée que le président des États-Unis puisse utiliser l'armée pour tuer des personnes qu'il croit sur le point de commettre un crime, alors qu'au moment de leur mort, elles se trouvaient à 1500 miles des États-Unis, est contraire au concept de procédure régulière. Il est assez fondamental que selon la Constitution, il n'existe que 2 façons pour le gouvernement de tuer quelqu'un. Cela découle d'une déclaration de guerre par le Congrès, dans laquelle l'armée américaine combat légalement les forces armées et les agents du pays contre lesquels nous avons déclaré la guerre, ou après une procédure régulière, c'est-à-dire un procès équitable devant un jury, avec tous les droits et moyens de défense que la Constitution exige que les gouvernements fédéraux et des États mettent à votre disposition lorsqu'ils veulent vous priver de votre vie, de votre liberté ou de vos biens. Il est donc assez évident que tout le concept constitue un crime de guerre. Un crime de guerre parce qu'il s'agit de l'utilisation de l'armée américaine pour tuer des civils non combattants. L'exécution ordonnée soit par Pete Hegseth, soit par l'amiral Bradley, nous avons reçu 2 versions différentes de cette affaire, Max, et ce qui a attiré l'attention de tout le monde. Mais je crains que nous perdions de vue l'ensemble du problème. L'autre sujet qui a attiré l'attention de tout le monde a été la vidéo plutôt courageuse mais incomplète préparée par 6 membres du Congrès, eux-mêmes anciens militaires ou issus de la communauté du renseignement. Dans cette vidéo, ils ont essentiellement fait une déclaration véridique. On n'a pas à obéir à un ordre illégal. Le président, bien sûr, a réagi de manière excessive, comme à son habitude, en affirmant qu'ils avaient commis la sédition, la trahison, qu'ils devaient être tués, exécutés. On ne sait pas clairement si par « tuer », il entendait qu'ils devaient être jugés pour un crime passible de la peine capitale, ou s'il comptait envoyer l'armée les éliminer, comme il l'a fait avec ses réfugiés en bateau. La sédition est définie dans les textes de loi comme le fait d'encourager les gens à recourir à la violence pour renverser le gouvernement des États-Unis. La trahison est définie dans la Constitution. C'est le seul crime qui y est défini, intentionnellement, afin que le Congrès ou un président ne puisse pas en modifier la définition. Et il est bien connu qu'elle consiste à faire la guerre aux États-Unis
ou à fournir une aide matérielle à ceux qui le font. Ainsi, aucune de ces lois n'est pertinente. La vidéo est parfaitement légale et tout à fait louable. Sauf que, lorsque ces 6 personnes ont finalement été interrogées par les grands médias, elles ne sont pas revenues sur leurs propos, mais ont refusé de dire « Quel est l'ordre illégal dont vous parlez ?» Elles le savent toutes, et nous le savons tous. L'ordre illégal, c'est de tuer des civils, de tuer des non-combattants sans armes. C'est cela, l'ordre illégal. Eh bien, n'est-ce pas le... Vas-y, Wyatt. Eh bien, la position de l'administration Trump, cependant, est que ces personnes ne sont pas des non-combattants. C'est pourquoi elle a utilisé cette désignation de narcoterrorisme pour Nicolás Maduro et tous ceux qui sont sous son autorité. Elle affirme qu'en raison de leur prétendue implication dans une sorte de complot de trafic de drogue, elle peut se dispenser de les traiter comme des êtres humains et, en somme, en tuer autant qu'elle le souhaite, à tout moment et en tout lieu. Cela, bien sûr, va à l'encontre du droit fédéral, du droit international, des lois de la guerre et même du Code uniforme de justice militaire, qui interdit expressément aux membres de l'armée de tuer des personnes non armées. L'événement du 2 septembre, au cours duquel Pete Hegseth a déclaré qu'il n'avait pas le temps de rester pour voir qui avait survécu, est contredit par le Washington Post, qui affirme que 7 sources, vraisemblablement militaires ou issues du renseignement, ont indiqué que l'amiral Bradley avait demandé à Hegseth « Que voulez-vous que je fasse ?» et que Hegseth avait répondu verbalement « Tuez tout le monde ». La Maison-Blanche a fini par admettre que Hegseth avait agi ainsi sous une théorie risible de légitime défense, que ces 2 pauvres âmes, blessées et terrifiées au milieu de l'océan, agrippées aux débris de leur bateau, représentaient d'une manière ou d'une autre une menace et devaient être éliminées, qu'elles constituaient un danger pour le général ou l'amiral Bradley et ses hommes. L'amiral Bradley est un meurtrier qui aurait dû quitter le Capitole enchaîné et menotté, puis être conduit dans une prison militaire pour y être traduit en cour martiale. On peut en dire autant du secrétaire Hegseth et de tous ceux qui ont obéi à ses ordres. Que fait-on lorsqu'un ordre illégal est donné? On ne s'en vante pas. Il suffit de l'ignorer. C'est ce qu'aurait dû faire l'amiral Bradley. Il ne faut pas dire à Pete Hegseth « Hé, monsieur le secrétaire, je vous fais un pied de nez. » Il faut simplement dire « D'accord, je comprends ce que vous voulez », puis continuer son travail et laisser les choses suivre leur cours. Je ne pense pas qu'il sera traduit en cour martiale sous un ministère de la Défense dirigé par Hegseth, ni même sous un ministère de la Défense dirigé par Driscoll, le probable successeur de Hegseth lorsque Trump le renverra. Mais il pourrait être traduit en cour martiale sous un ministère de la Défense ultérieur, tout comme Pete Hegseth pourrait être poursuivi, non pas sous la plaisanterie qu'est le ministère de la Justice de Bondy, mais sous celui de la personne qui lui succédera. Oui, il devrait rejoindre Antifa pour être inculpé par Pam Bondi. Oui, ou critiquer Israël. Je ne sais pas. 2 choses qui ne fera pas. Ce n'est pas, tu sais, un rapport de Natasha Bertrand, juste une sorte de résumé des commentaires de Jim Himes, l'un des parlementaires qui a vu la vidéo de l'attaque du bateau du 2 septembre, ordonnée par l'amiral Bradley et le général Raising Cane à la suite d'ordres verbaux de Pete Hegseth. Ce que j'ai vu dans cette salle était l'une des choses les plus troublantes que j'ai vues au cours de ma carrière dans le service public. Il y avait 2 personnes, manifestement en détresse, sans aucun moyen de se déplacer, avec un navire détruit, qui ont été tués par les États-Unis. En gros, la vidéo montre une frappe en 2 temps sur des civils, les tuant alors qu'ils n'avaient aucun moyen de s'échapper.
La justification donnée par Bradley était qu'ils cherchaient soit du matériel de communication pour appeler du renfort, soit qu'ils essayaient de récupérer de la drogue et de la remettre sur le bateau, qui avait été détruit et chaviré. Tout cela est très étrange. D'abord, pourquoi cela reste-t-il classifié? Je pense que le public ne peut pas le voir. Et si les démocrates envisagent de destituer Hegseth, que se passe-t-il ensuite, surtout s'ils sont minoritaires? Est-ce simplement un geste symbolique ou existe-t-il un véritable mécanisme? Ils auraient besoin de Thomas Massie et de 2 ou 3 autres. Je veux dire, ils ont besoin de 4 républicains pour se joindre à eux dans cet effort de destitution. Ce que j'ai oublié de dire plus tôt, et Wyatt, quelque chose que tu as dit m'y a fait penser, environ 1 mois et demi après cet horrible événement du 2 septembre, il y a eu un autre meurtre où 2 personnes ont survécu. Cette fois, la marine est intervenue, les a secourus et a appelé le ministère de la Justice pour demander « Que voulez-vous que nous fassions d'eux ?» Et le DOJ a répondu « Eh bien, nous allons les garder quelques jours. Nous vous dirons ce que nous voulons. » Puis ils ont dit « Eh bien, nous ne pouvons pas les poursuivre. Renvoyez-les chez eux. » Alors ces types sont rentrés chez eux. L'un d'eux a déposé une plainte auprès d'un organisme international. J'aimerais qu'ils engagent des avocats américains pour déposer une plainte devant un tribunal fédéral, mais cela finira peut-être par arriver. Mais cela montre que le ministère de la Justice a profondément modifié sa politique après l'événement du 2 septembre. Nous n'avons même pas appris la mort des 2 survivants de ce jour-là avant que le Washington Post, habituellement un adversaire pour nous 3 et pour ce en quoi nous croyons, ne fasse ce qu'il fallait. Ils sont aussi un adversaire pour Hegseth, comme vous le savez sûrement tous les 2. Mais ils ont fait ce qu'il fallait et ont révélé cette affaire. Et c'est ce qui a conduit aux déclarations de la Maison-Blanche et à l'apparition du général Bradley. Pourquoi Bradley devrait-il apparaître en secret? Pourquoi seuls les membres du Congrès devraient-ils voir cette vidéo? La même vidéo qui a rendu le député Himes visiblement malade a été qualifiée de juste par le sénateur Cotton, une sorte d'expression nationaliste chrétienne pour désigner l'usage moral de la violence. C'est la meilleure façon de décrire ce qu'il entend par juste. Utiliser la violence pour elle-même. Et si c'était des narco-terroristes, pourquoi 2 d'entre eux ont-ils été rapatriés en Colombie après avoir été secourus, s'ils étaient de si horribles seigneurs du crime? Je veux dire, connaissons-nous même le nom d'une seule personne? Non, non. Il y a un extrait de Hegseth, nous l'avons diffusé hier dans Judging Freedom. Et d'ailleurs, Newsmax m'a laissé le passer ce matin sur leur chaîne. J'étais surpris, mais nous l'avons fait. Le voici en train d'être interviewé dans Fox and Friends, une émission qu'il a autrefois animée, note au passage, je l'ai moi-même animée, dans laquelle il dit aux présentateurs « Nous savions qui ils étaient. Nous savions que nous les avions tous tués. » Il ne savait absolument pas de quoi il parlait. Mais il se vantait et fanfaronnait parce que c'était le premier d'une série qui compte maintenant presque une douzaine de ces éliminations. Oui, et Pete Hegseth appelle essentiellement à supprimer les règles d'engagement. Il l'a fait dans son discours à Quantico, et il l'a fait en se vantant d'avoir dit à ses hommes en Irak, sous son commandement, de tuer à volonté dans ses mémoires publiées, je crois, l'année dernière. Il en parle depuis longtemps. Il a qualifié les règles d'engagement de stupides. Peut-être avait-il un miroir devant lui à ce moment-là, je ne sais pas. Écoutez, quand je le connaissais et que je travaillais avec lui, j'ai passé de très nombreuses heures à ses côtés sur le plateau. C'était un homme charmant, agréable, drôle et cultivé. Mais ce secrétaire à la défense est devenu un monstre.
Et quel est l'objectif ici, en essayant d'éliminer les règles d'engagement et de mettre en scène ce genre de confrontation autour de règles militaires essentiellement anciennes, qui ont été violées encore et encore par de nombreuses administrations? Maintenant, l'un des défenseurs de Hegseth à la Chambre, Anna Paulina Luna, ou Niedermayer, ou quel que soit son vrai nom, déclare que, eh bien, Obama a mené des centaines de frappes de drones, tuant des civils lors de frappes doubles. Alors pourquoi pas nous? Incroyable. C'est tout simplement un argument répréhensible. Personne n'a de morale. Personne au gouvernement, à quelques exceptions près, ne semble plus avoir de boussole morale pour qu'elle puisse faire une déclaration pareille et que Cotton puisse dire que c'est juste. Je ne sais pas où tout cela mène, les amis, parce que les républicains à la Chambre, à l'exception du grand Thomas Massie, sont tous alignés sur la direction. Je ne sais même pas si la commission concernée, qu'il s'agisse des services armés ou du renseignement de la Chambre, peut mener une enquête. D'un autre côté, le sénateur Roger Wicker au Sénat n'est pas quelqu'un qui est souvent d'accord avec nous trois sur beaucoup de sujets. Ouais, il va organiser des auditions. Jack Reed, qui siège à la commission des forces armées, c'est bien ça, la deuxième personne de cette commission, a été très ferme à ce sujet, mais je ne sais pas où tout cela va mener, car les républicains ont tendance à marcher au pas en soutenant Trump, même lorsque son comportement est criminel. oui, je veux dire, on voit que certains sénateurs républicains semblent en fait éprouver du ressentiment envers Hegseth. Ils semblent embarrassés par toute cette affaire. Tu sais qui est vraiment embarrassé, et c'est une longue histoire. Je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, à moins que tu ne veuilles que je le fasse. C'est Tom Tillis, un type intéressant. Apparemment, il a décidé à la toute dernière minute de voter pour Hegseth. Souviens-toi, Hegseth a gagné 51 contre 50. Si Tillis avait voté contre, il aurait perdu, car il n'y aurait pas eu d'égalité pour que la vice-présidente la départage. Tillis se serait apparemment lié d'amitié avec l'une des ex-femmes de Hegseth et l'aurait persuadée de témoigner contre lui, en la convainquant que cela suffirait à faire basculer des votes républicains contre lui. Et ensuite, il n'a même pas tenu parole sur ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il l'a amèrement regretté. Et maintenant, il essaye de revenir sur ce qu'il a fait en votant pour la confirmation de Hegseth. On ne pourrait pas inventer une histoire pareille. C'est incroyable. Absolument incroyable. Et avant de vous laisser partir, juge, que pensez-vous de l'affaire Signalgate? C'est une autre intrigue dans laquelle Pete Hegseth est accusé d'avoir transmis des informations classifiées concernant des frappes américaines prévues ou imminentes contre Ansar Allah au Yémen, à son avocat et à des membres de sa famille. Je ne sais pas s'il en a parlé à ses camarades d'université, mais tout cela faisait partie du groupe Signal, mis en place par Mike Waltz, où ils ont même invité Jeffrey Goldberg. Rien que ça. Les défenseurs de Hegseth affirment qu'il ne s'agissait pas d'informations classifiées. Je veux dire, Hegseth a-t-il enfreint la loi dans ce cas? À mon avis, Hegseth a bien enfreint la loi. L'inspecteur général du département de la Défense, ou, comme Hegseth et ses collègues l'appellent en plaisantant, le département de la guerre, affirme que l'inspecteur général a déclaré qu'il n'avait pas enfreint la loi en révélant des informations classifiées. Mais c'est exactement la même chose que celle pour laquelle Trump a été inculpé à Mar-a-Lago, la divulgation non autorisée de documents classifiés. Le gouvernement n'a pas besoin de prouver qu'il y a eu un préjudice. Il n'a même pas besoin de prouver l'intention. C'est l'un des rares crimes fédéraux pour lesquels on peut être poursuivi et condamné sur la base d'un acte de négligence. Ainsi, même s'il ne savait pas que ces informations étaient classifiées, mais elles l'étaient, ou même s'il aurait pu les déclassifier, mais ne l'a pas fait,
il pourrait tout de même être poursuivi. Le délai de prescription est de 5 ans, donc il pourrait être poursuivi par la personne qui deviendra secrétaire à la défense après les élections de 2028. Eh bien, l'image mise en avant pour ce direct montre Pete Hegseth, torse nu, avec ses tatouages de croisés bien visibles. Je ne sais pas comment quelqu'un aurait pu s'attendre à ce qu'une figure pareille ternisse encore davantage, de manière indélébile, la réputation et l'image de l'armée américaine. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ce prétendu esprit érudit et droit a réussi à le faire. C'est vraiment stupéfiant. Et je suppose, juge, j'ai essayé de vous poser des questions juridiques et de profiter de votre expertise en la matière. Mais il y a une question politique, et je vais simplement la lancer pour conclure. Pensez-vous que les scandales dans lesquels Hegseth s'est retrouvé impliqué ont saboté toute la politique envers le Venezuela et peut-être empêché une guerre de changement de régime? Oh mon Dieu, j'aimerais le croire. Enfin, c'est hypothétique. Je pensais que tu allais me demander si les scandales suffisaient pour que Trump le renvoie. Si tu m'avais posé la question, j'aurais dit oui. Eh bien, c'est peut-être la meilleure question. Je veux dire, c'est une décision facile. J.D. Vance plaidera en sa faveur pour que son ancien colocataire de la faculté de droit de Yale, qui est maintenant secrétaire de l'armée, puisse succéder à Hegseth. Je ne sais pas si ces scandales suffiront à dissuader Trump de sa détermination à provoquer un changement de régime. Toi et moi en avons parlé de très nombreuses fois dans mon podcast, Max. Je ne pense pas qu'ils aient la moindre idée de ce qui les attend. Et ces changements de régime ratés, ta femme le sait mieux que quiconque, sont un désastre pour ceux qui essayent de les provoquer.